Portant plafonnement du prix de l'huile végétale raffinée en République du Bénin. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, le ministre de l'Économie et des Finances arrête. Article 1er. Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi 2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin, le prix de vente en détail au consommateur final de l'huile végétale raffinée est plafonné à 1300 francs CFA le litre sur toute l'étendue du territoire national. Article 2. Les prix de vente des producteurs locaux de l'huile végétale raffinée s'entendent prix de vente TVA collecté incluse. Les prix de vente des distributeurs, grossistes et détaillants de l'huile végétale raffinée s'entendent prix finaux sans TVA. La chaîne de la TVA s'arrête au niveau des producteurs locaux. Article 3. Le prix fixé à l'article 1er ci-dessus est valable pour une période de 3 mois à compter de la date de signature du présent arrêté. Article 4. L'exportation et la réexportation de l'huile végétale raffinée sont interdites. Article 5. Durant la période prescrite à l'article 3 du présent arrêté, les services compétents du ministère en charge du commerce procèdent à des contrôles stricts et réguliers des prix. Article 6. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie conformément aux tests en vigueur. Article 7. Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature abroge toute disposition antérieure contraire. Il sera publié partout où besoin sera. Fait à Cotonou le 19 mai 2022. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Chadia Assouman, le ministre de l'Économie et des Finances, José Didier Tonato, ministre intérimaire. C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, les étudiants des universités privées et publiques de Cotonou vivent eux aussi de plein fouet la cherté de la vie. Ils étaient face à la délégation du littoral pour connaître les raisons de leurs difficultés. Réduire considérablement les cas d'accidents, c'est l'appel des acteurs lors de la semaine de la sécurité routière. À l'occasion, ils ont passé en revue les enjeux liés à la thématique retenue au plan ouest africain. Et puis l'exposition de la Marina vit ses derniers moments, encore quelques heures et ce sera fini. En attendant, les visiteurs savourent ces derniers instants comme au tout début de l'exposition. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Dans les universités privées et publiques de Cotonou, comment les étudiants conçoivent-ils la cherté de la vie? Eh bien, pour s'assurer qu'ils ont la bonne information, la délégation gouvernementale mandatée pour la sensibilisation dans le littoral est allée en discuter avec eux pour leur donner les raisons qui expliquent la situation. Jean-Claude James et Michel Legué. On se croirait dans un amphithéâtre pour un cours magistral. Mais non, étudiants et enseignants sont tous à la source de la vraie information sur les causes de la cherté de la vie et des mesures d'atténuation. Mesdames et messieurs les professeurs, chers étudiants, mesdames, messieurs, en décidant d'organiser cette séance, le gouvernement affiche son attachement à la jeunesse estudiantine, fer de lance de l'élite de demain. En tant que force vive de la relève, vous avez le droit et le devoir de contribuer au débat public sur la marche de notre pays vers le développement. Au-delà des difficultés pour eux d'apprécier l'impact des mesures d'atténuation au regard du prix du gaz et des produits de première nécessité toujours élevés, ces futurs cadres ont poussé très loin la réflexion. À quoi servent les nombreux résultats de thèse en cette période de crise? Évidemment, tout ce qui est exploitation des résultats de recherche, vous avez raison. C'est tout cela que les réformes ont pris
en compte dans l'organisation même des écoles doctorales. Il y a ici en cause les sources d'approvisionnement, les modèles d'approvisionnement, mais aussi les choix stratégiques que certains États ont faits il y a quelques décennies en arrière. Ce sont des raisons qui expliquent la situation que vous observez en ce qui concerne le gasoil, en ce qui concerne le gaz. Une séance d'échange, mais aussi de plaidoyer pour les promoteurs d'universités privées qui sont prêts à jouer leur partition. Nous prenons l'engagement ici, si vous nous faites confiance et que vous nous accompagnez, qu'aucun produit laitier sur le marché, lait, fromage, beurre, ne puisse venir de l'extérieur si vous nous aidez à contrer la concurrence illicite. Au sujet donc des facilités que vous accordez à toutes les couches de la société, nous voudrions donc respectueusement solliciter des facilités fiscales encore plus claires et plus explicites, parce que nous ne nous retrouvons pas souvent dans les situations. Ils ont la bonne information et s'engagent à apprécier autrement cette situation qui n'est pas l'apanage du Bénin. Et les mesures d'atténuation de la cherté de la vie ne se font pas à désirer. Désormais, l'huile végétale raffinée est plafonnée à 1300 francs CFA l'huître. Et dans les collines, les populations saluent la décision. Elles sont ici au micro de Roland Tchonka et Kandel Kapo. Nous remercions le gouvernement pour cette décision qu'il a prise. Nous disons merci. Et nous voulons que ça aille encore plus loin que ça. Je remercie le chef de l'État. Est-ce qu'on peut s'inquiéter des condiments et de l'huile à la fois? Moi, je remercie le président. Je suis contente. 1300, si c'est 1200, ça serait bien même bon. Ça n'a qu'à diminuer plus que ça. On serait contente parce que l'huile est chère maintenant là. On ne trouve rien sur ça. Tout le monde se plaint. Même si on paye 2 bidons et puis on met l'huile dedans, on ne trouve rien. Et si les clients viennent dire que l'autre prix là, c'est ça qu'ils vont payer. Nous rendons grâce à Dieu pour la diminution du prix de l'huile. Que Dieu les soutienne. C'est à 1500, 1600 que nous l'achetions avant. Mais le chef de l'État a décidé de baisser le prix pour nous qui n'avons pas beaucoup de moyens. Dieu va le soutenir et son travail va prospérer. C'est bon. Comme c'est comme ça maintenant, c'est bon. Parce que lorsque c'était cher, les gens, tout le monde n'arrive pas à acheter ça à 1500. Il n'y a pas l'argent. Et les choses sont chères comme ça, mais maintenant que c'est à 1300, c'est bon. Nous remercions les responsables, particulièrement le président, pour tout ce qu'il fait pour l'évolution du pays. Nous, les femmes, nous le remercions beaucoup parce que c'est nous qui utilisons plus l'huile. Et maintenant, là, on n'arrive pas à acheter les yogourts du corps, le riz. Non, on n'arrive pas à payer. Celles qui vendent, ça disent que l'huile est chère, on n'arrive pas à acheter. Maintenant, comme ils nous ont diminué le prix, nous sommes tellement contents et on ne sait pas même comment le remercier, que le Seigneur le bénisse et qu'il le fortifie davantage. Semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière. Au Bénin, les acteurs de la chaîne des transports et de la sécurité routière ont marqué l'événement. Ils ont passé en revue les enjeux liés à la thématique retenue au plan sous-régional ouest africain. Les précisions avec Renaud Akapo, Marcel Arrossi et François Nisso. Vers zéro blessure sur nos routes, c'est le slogan retenu cette année par l'organisation ouest-africaine OSTRA. Un slogan repris en chœur par ces acteurs de la sécurité routière à l'entame de cette rencontre commémorative. Tout comme l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, le réseau des ONG voit grand. Dans cette croisade contre les sinistres routiers, les acteurs de la chaîne de la sécurité routière peuvent compter sur les mutations qui s'opèrent dans notre cadre de vie. Au Bénin, le gouvernement s'est résolument engagé dans l'amélioration de l'infrastructure routière, toute chose qui peut garantir la sûreté de nos routes. Notre pays, le Bénin, est le 8e pays qui a réussi à faire ratifier la charte africaine pour la sécurité routière.
Pour une réduction drastique des sinistres routiers, la communauté internationale a donné l'alerte à travers une déclaration signée à Budapest, en Hongrie. Ce cri de cœur de l'Alliance mondiale des ONG pour la sécurité routière est un véritable appel pour une mobilisation internationale. La mobilité sûre est notre droit. Nous appelons nos gouvernements à agir pour le droit des personnes à une mobilité sûre et à une réduction de 50% du nombre de tués et de blessés sur les routes d'ici 2030. Les accidents de la route sont la première cause de mortalité dans l'univers du travail. Et si rien n'est fait, ils pourraient causer entre 15 et 18 millions de morts sur la planète avant la fin de cette décennie. Le 20 mai dernier, c'était la journée internationale des abeilles et au Bénin, les apiculteurs étaient en fête. Et c'est bien la première fois que l'événement se célèbre de cette façon-là. Ils ont organisé une rencontre de réflexion à Koko dans la commune de Banté. Thème des débats, vol et vandalisme des ruches, agissant pour protéger les abeilles, l'économie nationale et la santé des populations. Roland Tchonka et Kandel Kapo. C'est au village des abeilles situé au cœur des plantations d'anacarde de Koko que les producteurs de miel se sont donné rendez-vous ce 20 mai. 5 ans que l'événement se célèbre dans le monde. Cette fois-ci, ils ne veulent pas rater le coche. Ces abeilles aux multiples vertus méritent qu'on leur accorde une attention particulière en leur consacrant chaque année, partout dans le monde, une journée dédiée, journée mondiale des abeilles. Et si nous sommes là, c'est aussi pour tirer sur la sonnette d'alarme au sujet des pillages, des vandalismes. Les abeilles ne fournissent pas que du miel. Leur action de pollinisation contribue à accroître la production agricole. La manifestation de ce jour est une fois encore l'occasion de sensibiliser le grand public sur l'importance des abeilles et lui faire prendre conscience de l'importance de leur rôle dans l'agriculture et l'environnement. Mes appuis matériels et financiers vont désormais accompagner certains de vos projets phares. J'ai l'assurance qu'à travers l'apiculture, on peut, à l'instar des pays comme le Maroc et la Libye, pour ne citer que ceux-là, booster l'économie nationale. L'apiculture était une activité principale, en tout cas une activité de référence qui situe, qui localise le village de Koko. Et c'est à juste titre qu'en choisissant Koko aujourd'hui, on peut se réjouir de ce que le travail qui se faisait depuis des décennies a été reconnu aujourd'hui. Depuis 2018, le Bénin exporte son miel vers l'Union européenne. Les apiculteurs doivent saisir cette opportunité pour mieux organiser le secteur afin d'en faire une interprofession. Quittons les ruches des abeilles pour les hôpitaux. On y rencontre les infirmiers qui sont au premier plan de l'accueil des patients. Et dans la plupart des cas, quand on évoque ces paramédicaux, ce n'est pas pour applaudir leur relation avec les patients. Voyons un témoignage de situation particulière dans ce reportage de Jean-Claude James et Daniel Ada. Entre Frédéric et sa patiente, c'est une complicité qui facilite visiblement le travail. Mais ne vous méprenez pas, la relation infirmier-patient n'est pas toujours une partie de plaisir. Une fois, j'étais en milieu hospitalier. Quand le patient, je l'ai reçu, le médecin a prescrit un soin qui devrait se faire en intramusculaire, en IM. Et cette dernière, elle a préféré, le produit va dans la veine comme dans le muscle. Donc moi, j'ai l'habitude de le faire dans le muscle pour éviter les effets. Donc je lui ai d'abord expliqué les effets que le produit pourrait avoir en le faisant en intraveineuse. Raison pour laquelle j'ai préféré le faire en intramusculaire. Mais elle a refusé, j'ai tout dit, elle a refusé. Et je lui ai donné un papier pour pouvoir faire une décharge afin de me couvrir qu'elle est responsable de ce qui pourrait arriver. Du coup, on a pris l'abord veineux. Le produit n'était même pas passé au 8e quand elle a fait une crise. Mais on a su gérer. Quand ses parents sont venus, c'est comme si on voulait tuer leur enfant. De leur côté, les usagers des hôpitaux pointent du doigt l'accueil,
le premier pas vers la guérison qui n'est pas souvent au rendez-vous. Certes, il y a des moments où ce n'est pas encore ça. Vous imaginez, un seul infirmier fait peut-être le travail de 5-6 personnes à la fois. À la descente, il est épuisé. C'est un humain aussi. N'oublions pas, et l'humain, je le disais, a des émotions. Et dans tout ça, nous essayons quand même de trouver le juste milieu pour accueillir convenablement le patient. Agents de santé et patients sont donc invités à faire des efforts. En attendant l'ordre, nous sommes déjà une association reconnue, ANARPI, qui fait son petit bonhomme de chemin. Tout membre adhérent a un numéro d'ordre qu'il peut inscrire sur son cachet. Avec ce numéro, le patient peut faire recours à l'association et l'association sait quel infirmier a prescrit ou a commis cette faute. Le message que je vais porter à leur endroit, c'est que les patients nous aident à accomplir notre devoir. C'est souvent pas aisé de se voir crier dessus par un patient. Ça peut jouer aussi sur sa prise en charge. En ce jour où ils sont à l'honneur, nous souhaitons une bonne journée de réflexion à ces acteurs de la chaîne sanitaire. Plus de 500 km séparent les territoires bâtonnous de Cotonou. Et rien que pour admirer les œuvres royales et contemporaines, les vice-reines des royaumes de ces territoires ont fait le déplacement. Elles sont venues toucher du doigt la réalité historique de leurs ancêtres, avec à leur côté la vice-présidente Mariam Tchabi Talata Zimé. Aux commandes de cette initiative, Mohamedou Adi Sidi. Koudous Abdoulaye pour les précisions. Sur ces marches de l'escalier, le Baroutem, l'Empire Batonou, en déplacement vers les trésors royaux. À la première loge, à l'intérieur de la salle d'exposition, la Nyonkogi, gardienne du trône de l'empereur de Niki, attentive au langage de ces trésors royaux. Chapeau au président Patrice Talon. Nous le remercions pour sa bravoure. Grâce à lui, nous avons pu être au contact de ce patrimoine. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres le bénissent. Nous souhaitons qu'il poursuive ce combat pour le retour des autres biens. Nous sommes fiers de lui. 11 vice-reines ou leurs représentantes des royaumes du territoire de l'Empire de Niki, notamment Sandilo, Boué, Kandi, Birni, Banikwara, Wassapeonko, sont allés se ressourcer devant la vénérable mémoire de leurs ancêtres de la partie méridionale du Bénin. Une fierté pour la vice-présidente d'être aux côtés de ses répondants au niveau du pouvoir traditionnel. Ce sont celles qui jouent à peu près le même rôle que moi dans le pouvoir traditionnel. Malheureusement, l'histoire, les historiens de la période coloniale, ils n'en ont pas parlé et nos propres historiens n'en ont pas suffisamment parlé. Il en est de même en ce qui concerne l'histoire de nos Amazones. Il n'y a pas de chapitre dans notre histoire, dans les cours que nous donnons aux enfants au primaire sur l'épopée des Amazones. Il n'y en a pas non plus sur le pouvoir féminin dans nos royaumes, le pouvoir politique féminin. Or, ce pouvoir-là a existé et continue d'exister, même si du fait de l'œuvre de destruction, de dislocation, de déstructuration donc de la colonisation, ces femmes-là, comme leurs pères les rois, n'ont plus autant de pouvoir. Ce pouvoir-là a existé. Cela montre que le genre n'est pas importé de l'extérieur au niveau de notre pays. Le genre, c'est notre réalité au Bénin. Sur le plan militaire, au Bénin avec les Amazones, les femmes étaient présentes dans l'espace public et sur le plan politique, depuis plus de 5 siècles, elles sont présentes et elles continuent de l'être parce que ça là, ça n'a pas été totalement effacé. Elle sera également gravée dans les annales, cette visite des vice-reines des royaumes du Baroutem, comme le souhaite l'initiateur. Ça devient déjà une histoire extraordinaire. Après l'arrivée de ces objets d'art, qu'on nous dit aussi que l'histoire de ces reines, des vice-reines, vraiment aussi s'est déplacée dans tout le nord du Bénin pour venir visiter ces objets d'art. Visite prestigieuse
sur ces mélodies uniques, identitaires de l'ère culturelle batonne. Et après la visite des œuvres royales, les vice-reines ont été reçues en audience par la vice-présidente de la République. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis hier, samedi, les femmes du bloc républicain ont elles aussi fait le déplacement du palais de la Marina pour vivre comme les autres l'émotion des œuvres royales et contemporaines. Jean-Claude Dims et Michel Legui. Dans cette foule de curieux en attente de visiter les œuvres royales, elles se démarquent par leur code vestimentaire. Ces femmes du parti bloc républicain ont profité de chaque instant de cette visite et ressortent avec des émotions. Le trône, on a beaucoup d'émotions quand on regarde ça. J'avais la chair de poule, franchement, et donc je voudrais saluer le président Patrice Talon pour son courage, son audace, qui nous a honorés, qui a honoré la mémoire de nos ancêtres. À leur tour, ces républicaines venues du nord, du centre et du sud du Bénin ont honoré à leur manière ses ancêtres et surtout le grand artisan de cette exposition. Nous remercions son Excellence le Président Patrice Talon pour cette initiative. Le président a décidé de ramener le trône du roi Béanzin et il a fait. C'est très bien. Toutes les femmes d'Adja et du Bénin remercient le président Patrice Talon. S'ils peuvent proroger ne serait-ce que d'une semaine encore, parce que j'ai vu une foule au portail de la présidence malgré la pluie. Vu l'affluence dehors, ces militantes du BR peuvent se frotter les mains d'avoir relevé le défi de cette visite qui en valait la peine. Et après les femmes du bloc républicain, Marcel Arrossi et Évariste Zomoron ont croisé dans les allées de l'exposition une délégation de Moël Bénin et l'ancien secrétaire général de la CSTB, Paul Essé-Iko. Ils étaient plutôt admiratifs. L'interview se fait dehors. Ce son presque violent d'un sapeur-pompier vient ainsi stopper la presse avant de l'évacuer. Une réaction qui pourrait traduire la difficulté à gérer l'affluence de ces derniers jours dans ce musée spécial. Mais les moellistes qui ont choisi ce moment pour effectuer leur visite réussissent à trouver leur chemin. Pour moi, Bénin qui prône le Bénin inclusif, le président n'aura pas pu donner meilleur cadeau. Tout le monde est content ici. C'est le Bénin dont moi, Bénin rêve. J'ai vu des gens, des opposants radicaux, comme on le dit, mais devant ce retour, ils n'ont pas pu s'empêcher de venir voir, parce que ce qui nous unit dépasse ce qui nous divise. Il y a le développement au Bénin, mais ce développement est accompagné de quelque chose d'agréable. Nous voyons l'art, nous voyons ce que nos ancêtres ont pu réaliser. Quand vous voyez les trônes, vous voyez les données mathématiques qui ont pu permettre de mettre en place ces trônes. Ça veut dire que nos ancêtres n'étaient pas que des scientifiques, mais ce sont des génies. Nous voulons qu'à travers les cours d'histoire, on puisse montrer ce qui est fait. Vous voyez la force de Dahomey? Oui, c'est Dahomey. Et je remercie le président Talon pour dire que ça ne suffit pas. Il doit réécrire, il doit nous aider à réécrire notre histoire. Ce que les Blancs ont écrit là, ce n'est pas notre histoire. Nous allons réécrire notre histoire. L'histoire à réécrire est connue et se raconte déjà. Le royaume du Dahomey était l'un des royaumes les plus structurés, les plus forts, les plus installés. Et c'est un peu comme des œuvres de gloire qu'ils ont portées en France. Eh bien, nous les retrouvons aujourd'hui. Quant à ce musée spécial, les heures sont désormais comptées pour sa fermeture, alors que l'engouement monte encore plus fort.
Et nous sommes déjà le 22 mai et à moins d'une prolongation, l'exposition du Palais de la Marina va fermer dans quelques heures. En attendant, les visiteurs savourent peut-être les derniers instants avec les trésors royaux. L'engouement des Béninois est toujours le même comme au début de l'exposition. Voici le constat de Jean-Claude James et Michel Ebé. Un spectacle inhabituel devant le Palais de la Présidence. Les bus et motos des visiteurs des trésors royaux autorisés pour la circonstance. Nous attendons voir ces objets d'art. Tout au long du circuit d'accès à la salle d'exposition, il faut s'armer de patience vu l'affluence. Et ces visiteurs sont prêts à payer le prix. L'enjeu de taille, c'est vrai que nous étions là depuis plus de 2 heures de temps. J'attendrai autant de temps qu'il faudra. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Et ceux qui l'ont déjà vécu sautent avec plein d'étoiles dans les yeux. On a vu plein d'œuvres qui étaient très bien conservées. Il y avait des statues, il y avait des peintures. C'était vraiment cool. De véritables trésors. Ah, c'est magnifique. C'est très bien que ce soit revenu ici. C'est super joli. Franchement, allez-y. C'est très beau. Nous remercions le président Talon pour tout ce qu'il a fait, pour que ça soit beau et que d'autres personnes viennent voir ça chez nous. Nous voudrons que notre pays et que tous les pays africains soient à l'image de ce que nous avons vu. Nous devons aller au-delà de ça. Et je pense qu'il n'y a que le président Talon qui peut faire ça. Depuis l'entrée du palais jusqu'au hall où sont exposées les œuvres, tout se déroule sous le regard effectif des forces de l'ordre. Oui, le protocole pour entrer, c'est pas facile, mais c'est aussi très facile. Et il te suffit juste de respecter les consignes qui sont données. Je voudrais dire à notre président de voir s'il y a possibilité de quand même prolonger cette durée. Pour rappel, les parents doivent s'assurer que les enfants ont pris leur repas avant de tenter l'aventure de la visite avec eux au palais. Ici, les hommes passent et les déchets comme ces bouteilles en plastique restent dehors. Pour votre plaisir et celui de vos enfants, la découverte des trésors royaux et de l'art contemporain du Bénin se poursuit avec l'atelier de pratique artistique. Public et gratuit pour vos enfants de 4 à 12 ans, c'est tous les samedis et dimanches à l'espace animation de l'Expo Art du Bénin, de 10h à midi et de 14h à 16h à intervalle d'1 heure par atelier. Inscription à l'accueil ou au www.expoartbénin.bj/atelier-pédagogique. Renseignements au 00229 56 98 10 82. Sport dans ce journal, les mondiaux de pétanque en double et mixte au Danemark ont vu l'émergence de nouvelles nations. Après le tirage au sort, les boulistes se sont affrontés et pour la première fois de la France n'a pas fini sur le podium et l'Espagne a raflé la mise. Les précisions avec William Bassabi et Wenceslas Aroymo. Coup de tonnerre au 4e championnat du monde de pétanque tête-à-tête, doublette, hommes-femmes et mixte à Karlsruhe. Pour la première fois dans l'histoire des championnats du monde, pas de podium pour la France, berceau de la pétanque, surclassé par l'Espagne, grand vainqueur de la compétition, avec 2 titres de champion du monde sur les 5 en jeu. Les Espagnols ont confirmé ce faisant leur bonne forme entrevue à domicile à Santa Susana en novembre dernier lors des championnats du monde de triplette. Que ce soit en doublette femme ou en tête-à-tête homme, la Roja a été intenable. Elle a par ailleurs disputé la finale mixte face à la Thaïlande. Si la hiérarchie a été bousculée à ces Jeux, l'Afrique représentée par 4 pays à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc et la Tunisie a su tirer son épingle du jeu sur la quarantaine de pays présents. La Palme d'Or revient à la Tunisie. En doublette homme, la paire Mohamed Bourguiba Ben Brahima a surclassé la Malaisie en quart de finale avant de tomber sur l'Italie du duo Diego Risi et Alizé Cochiolo, vainqueur de l'épreuve en demi-finale. En somme, la Tunisie finit sur le podium de ces championnats du monde comme il y a de cela 2 ans. Diego Risi et Cochiolo ont freiné l'autre pays africain en bras dans cette compétition. Le Sénégal du duo Farhan Ndiaye et Rose à l'étape des quarts de finale. En tête-à-tête femme, la Tunisienne Mouna Beja est restée fidèle à son standing. Elle s'est hissée en quart, échouant au pied du podium
face à la jeune prodigue malaisienne Siadat Noun, révélation du tournoi chez les dames. Le Maroc obtient un résultat en demi-teinte au vu de son palmarès. Il s'incline en huitième de finale contre la France, loin d'être dans une forme olympique sur le score sans appel de 13-0. Circonstance atténuante, le royaume chérifien est en train de lancer une nouvelle génération de joueurs, celle qui va prendre le relais de Abdelsamad Mankari. La Côte d'Ivoire, quant à elle, n'a pu être à son meilleur niveau, la faute, là aussi, d'une équipe expérimentale, à l'exception de Maïga. À Castlun, on peut l'avancer, il y a une sorte de redistribution des cartes au niveau de la pétanque mondiale avec le vent de fraîcheur apporté par les sœurs Noun de la Malaisie. Et pour clôturer ces retrouvailles mondiales, quoi de plus convivial que d'honorer les différents acteurs de ces 4e championnats du monde, tête à tête doublette homme-femme mixte de 2022 dans une atmosphère pleine de chaleur. Et ce sont ces différents challenges que le Bénin entend relever à l'occasion de la plus prestigieuse des compétitions de la Fédération internationale de pétanque jeu provençal, les championnats du monde de triplette, les 50e, prévus à Cotonou. Faisons à présent un tour sur la toile. Les internautes saluent les performances des écureuils juniors au tournoi de l'UFOA des moins de 20 ans, une compétition remportée par le Nigeria. Toujours au football, l'international sénégalais Idrissa Gana Gueye est au cœur d'une polémique. Les échos du web, c'est avec Stanislas Limpon et Ladislas Ayatome. En finale du tournoi des moins de 20 ans de l'UEFOA, le Bénin a perdu face au Nigeria. Échec oui, mais une victoire à certains égards selon les internautes. Plusieurs d'entre eux ont trouvé les écureuils juniors héroïques face à l'adversité des Flag Eagles. C'est une défaite qui a le goût de la victoire. J'ai vu l'équipe béninoise faire du bon jeu il y a vraiment longtemps. Vous nous avez rendus fiers. Bravo les gars. Les poulains de Mathias Deguénon sont désormais attendus à la CAN Junior Égypte 2023. Toujours dans le football, la polémique de la semaine a pour nom Idriss Gueye. Le joueur du Paris Saint-Germain a été la cible des médias et des politiques pour avoir refusé de jouer le match contre Montpellier. Une rencontre placée sous le signe de lutte contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Au cœur de la tourmente, le joueur a eu le soutien de certains internautes. Ces derniers ont lancé le hashtag #WeAreAllIdrissa. Autrement dit, nous sommes tous Idrissa. Le mot d'ordre est devenu viral sur la toile avec plus de 15 000 tweets en moins d'une semaine. Logiquement, les plus grands soutiens du milieu de terrain parisien proviennent du Sénégal, son pays d'origine. Macky Sall, le président sénégalais, fait partie des premiers à soutenir publiquement son compatriote. Je soutiens Idrissa Gana Gueye. Ses convictions religieuses doivent être respectées. Alors que certaines personnalités politiques françaises réclament des sanctions à l'encontre du joueur, ce dernier brille par son mutisme depuis le début de la polémique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Nous saluons cette initiative du gouvernement, celle de venir au contact des populations pour expliquer les causes réelles de cette crise, pour expliquer ces manifestations et aussi pour montrer aux populations les mesures prises par le gouvernement pour juguler et maîtriser cette crise-là. Qu'est-ce qui est à la base de la cherté de la vie? Ça a commencé depuis 2019. 2019, c'est le début de la Covid-19. Cette maladie qui a bouleversé tous les systèmes. Mais comme si cela ne suffisait pas, la guerre en Ukraine est venue s'ajouter. Ces deux pays sont des pays producteurs de céréales, de blé,
de maïs. Lorsque ces pays sont en guerre, l'appareil de production est bloqué ou alors fonctionne au ralenti. Et la conséquence, c'est que beaucoup de pays qui reçoivent ces produits